Il existe des camions qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'ils étaient beaux, pas parce qu'ils étaient confortables, mais parce qu'ils étaient vivants. Tu les entendais avant de les voir, tu les sentais avant qu'ils passent. Et quand ils disparaissaient à l'horizon, chargés, fumants, écrasés sous le poids du monde, tu savais que tu venais de croiser quelque chose de rare, quelque chose de français. Le Berliet TBO, le GBO, des noms qui ne disent plus rien aux moins de 40 ans, des noms qui font trembler la voix aux anciens des chantiers sahariens, aux chauffeurs de l'armée française, aux conducteurs d'engins qui ont grandi dans la poussière rouge de l'Afrique ou dans la boue glacée des Alpes. Ces camions ont traversé des guerres, des déserts, des décennies. Ils ont porté des nations sur leurs châssis en acier. Et pourtant, et c'est là que ça devient douloureux, aujourd'hui presque personne n'en parle. Alors aujourd'hui, sur BTP Power, on remet les pendules à l'heure, parce que cette histoire mérite d'être racontée, vraiment racontée. Reste jusqu'au bout, parce que la fin de cette histoire, elle va te mettre mal à l'aise. On va pas te raconter l'histoire de Berliet comme tout le monde la raconte. Pas de générique propre, pas de musique de musée, non. On va commencer par une image. Été 1957, quelque part dans le Hogar algérien, le thermomètre affiche 58 degrés au sol. Les hommes de la mission géologique du CNRS cherchent un passage à travers une piste qui n'existe que sur leur carte. Leur Land Rover vient de rendre l'âme, l'hélicoptère de secours ne peut pas voler, tempête de sable depuis 3 jours. Et là, au loin, dans la chaleur qui déforme l'horizon, ils voient apparaître une silhouette, massive, lente, indestructible. Un Berliet. Pas n'importe lequel, un GBO, chargé à ras-bord de fûts de carburant pour les forages pétroliers du Sahara. Son chauffeur, un type de Grenoble reconverti en pilote du désert, s'arrête, évalue la situation en 2 secondes et charge tout le monde à bord sans un mot. Ce camion va parcourir encore 340 km ce jour-là. Moteur chaud, plein charge, sans défaillir. Ça, c'est le Berliet TBO pour la version tracteur et GBO pour la version porteur. Ce n'est pas une légende qu'on ait inventée, c'est une réalité que les anciens mécaniciens de Wargla te racontent encore aujourd'hui, avec la même stupeur dans les yeux. Pour comprendre pourquoi ces camions étaient capables de ça, il faut remonter au contexte dans lequel ils sont nés. Nous sommes dans les années 1950. La France sort épuisée de la guerre. Elle doit reconstruire, elle doit produire, elle doit extraire. Le plan Marshall injecte des capitaux, les chantiers explosent partout, barrages, routes nationales, lignes ferroviaires, exploration pétrolière en Afrique du Nord. Et l'industrie française a un besoin urgent d'une seule chose, des camions capables de travailler là où rien d'autre ne passe. Les Américains ont leur GMC, les Anglais ont leur AEC. Mais la France, elle, a Berliet. L'usine de Vénissieux, en banlieue de Lyon, tourne à plein régime. Des milliers d'ouvriers, des chaînes d'assemblage qui ne s'arrêtent jamais. Et au cœur du bureau d'études, des ingénieurs qui ne raisonnent pas en termes de confort ou de style, ils raisonnent en termes de couple, de charge utile et de survie. C'est dans ce contexte brutal et précis que naît la série TBO-GBO. Le nom n'a rien de poétique, mais dans le monde du transport lourd, il va très vite devenir synonyme d'une seule chose, la machine qu'on envoie quand les autres ont échoué. Le GBO et son frère tracteur, le TBO, reposent une philosophie mécanique simple et radicale, aucune concession à la facilité. Châssis en acier épais, longerons renforcés, suspension calibrée pour les terrains défoncés et surtout, un moteur Berliet multicylindre diesel dont les mécaniciens de l'époque parlaient avec une forme de respect presque religieux. Pas le genre de moteur qu'on bichonne dans une concession. Le genre de moteur qu'on entretient avec une clé de 32, les mains dans le cambouis, à 40 degrés à l'ombre. Ce qui rendait ces machines uniques, c'est leur polyvalence extrême. L'armée française les commande pour les convois logistiques en Algérie. Les sociétés pétrolières les déploient sur les pistes sahariennes. Les entreprises de BTP les engagent sur les chantiers de barrages, Tignes, Rosland, Serponçon. Les ponts et chaussées les utilisent pour ouvrir des routes là où même les mules refusent de marcher.
Le TBO, lui, se spécialise dans le tractage de charges exceptionnelles. Grues, transformateurs, modules de forage. Il déplace des poids que ses contemporains ne regardent même pas. Et sur le terrain, une réputation s'installe naturellement. Sans publicité, sans salon, sans communication marketing. Les chauffeurs se passent le mot. Si t'as un GBO, t'as pas de problème. Ce n'était pas un slogan, c'était une conviction. Les militaires, eux, ont très vite compris quelque chose que les civils ont mis plus de temps à réaliser. Ces camions ne tombaient pas en panne au mauvais moment. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient conçus pour être réparés sur place avec peu de moyens par n'importe quel mécanicien. Démontage simple, pièces standards, architecture accessible. Dans un désert à 700 km de la première ville, ça ne vaut pas de l'or, ça vaut une vie. C'est cette réputation, construite non pas dans les catalogues mais dans la boue et le sable, qui va propulser la série TBO-GBO au rang de référence absolue dans l'industrie lourde française des années 60. Des constructeurs concurrents regardaient ces machines avec un mélange d'agacement et d'admiration. Berlier avait réussi quelque chose de rare, fabriquer un outil de travail si efficace que ses clients n'avaient jamais envie d'en changer. Et pourtant, cette domination va se heurter à quelque chose que ni les ingénieurs de Vénissieux, ni les chauffeurs du Sahara n'avaient vu venir. Pas la concurrence, pas l'usure, pas les nouvelles normes, quelque chose de bien plus dangereux. Une décision prise dans un bureau parisien, par des gens qui n'avaient probablement jamais conduit un camion de leur vie. On va vous expliquer dans la prochaine partie comment une marque capable de traverser le Sahara n'a pas réussi à traverser une salle de conseil d'administration. Restez là. Économie, Berlier, c'est fini. Saviem, c'est fini. En tout cas, vous ne verrez plus ces deux sigles sur les camions français. Tous s'appelleront désormais Renault et tous porteront le fameux losange. Berlier et Saviem fusionnent. La société des huiles Berlier est quant à elle détenue par Renault VI et Elf France, permettant ainsi une alliance technologique. Partie 2. Le problème. Il y a une phrase que Paul Berlier, le fils de Marius, celui qui a repris l'empire familial, a prononcée un jour devant ses ingénieurs. « On ne détruit pas une machine qui fonctionne. » Il parlait de ses camions. Mais en réalité, sans le savoir, il parlait de lui-même. Tourne avec des TBO et des GBO. Sur le papier, tout va bien. Sous la surface, quelque chose gronde. La décennie 60 est celle de la grande restructuration industrielle européenne. Partout, les États poussent leurs champions nationaux à fusionner, à grossir, à s'allier pour résister à la concurrence allemande, suédoise, américaine. Mercedes-Benz en Allemagne, Volvo en Suède, DAF aux Pays-Bas. Ces constructeurs investissent massivement, modernisent leur gamme, s'attaquent aux marchés internationaux avec une agressivité nouvelle. Face à eux, Berlier reste une entreprise familiale, solide, fière, indépendante. Trop indépendante selon certains. À Paris, dans les ministères qui décident de l'avenir industriel de la France, un nom revient sans cesse dans les rapports confidentiels. Berlier doit être intégré à un ensemble plus grand. Ce n'est pas une suggestion, c'est une feuille de route. 1967, l'année où tout bascule. Citroën prend une participation majoritaire dans Berlier. Officiellement, c'est un partenariat, un rapprochement stratégique entre deux géants français, une alliance de raison pour peser davantage sur le marché européen. Dans les ateliers de Vénissieux, les anciens te diront que le mot « partenariat » a provoqué des sourires amers. Parce qu'un partenariat, ça suppose deux égaux. Et dans cette affaire, l'égalité n'a jamais existé. Citroën apporte des capitaux. Citroën impose ses logiques. Citroën regarde les gammes Berlier avec les yeux d'un comptable, pas d'un ingénieur de terrain. Et les premières décisions tombent. Des projets de développement gelés, des investissements repoussés, des programmes de modernisation ralentis, dont certains concernaient directement l'évolution de la série TBO-GBO vers des standards plus modernes, des motorisations plus puissantes, une cabine repensée. Paul Berlier se bat, il négocie, il argumente, il sort les chiffres de vente, les retours terrain, les commandes militaires. Il montre que ces camions travaillent sur 4 continents et que les clients en redemandent. Mais dans une salle de conseil,
les chiffres de vente comptent moins que les équilibres financiers. Puis arrive 1974, et avec lui, 2 chocs simultanés qui vont fracasser l'industrie des poids lourds comme un parpaing dans une vitre. Le premier choc, c'est le pétrole. La question n'était plus si. Elle était quand. Dans ce contexte de fusion forcée, qu'est-ce qui arrive concrètement à la série? Elle subit ce que subissent toutes les gammes techniques dans ce type de situation, l'incertitude paralysante. Les ingénieurs de Vénissieux, qui travaillaient sur les évolutions mécaniques, ne savent plus pour qui ils travaillent. Les budgets de développement sont flous, les priorités changent selon les réunions. Les fournisseurs de pièces spécifiques à ces modèles commencent à recevoir des signaux contradictoires sur la continuité des commandes. Sur le terrain, les camions, eux, continuent de tourner. Parce qu'un TBO ou un GBO en service, ça ne s'arrête pas parce que les actionnaires changent. Ces machines sont trop robustes pour ça. Mais la chaîne d'approvisionnement, elle, commence à se fissurer. Les délais de livraison de pièces s'allongent. Certaines références disparaissent des catalogues sans annonce officielle. Les garages agréés reçoivent de moins en moins de formations sur ces modèles. C'est une mort douce, invisible, organisée. Et pendant ce temps-là, la concurrence européenne, elle, n'attend pas. Mercedes sort des gammes nouvelle génération, Volvo modernise ses cabines. Même les constructeurs italiens, Fiat, OM, progressent sur le segment du lourd. Berlier, paralysé par ses guerres internes et ses restructurations permanentes, n'a plus les mains libres pour répondre. Une marque qui ne peut plus innover librement est une marque qui commence à mourir, même si ses camions sont encore les meilleurs sur le terrain. Et pourtant, et c'est là que ça devient vraiment difficile à accepter, au moment même où Berlier est étranglé par les décisions financières et politiques, ses TBO et ses GBO sont encore en train de gagner des marchés à l'export. L'Afrique les veut, le Moyen-Orient les commande, les armées de plusieurs nations francophones renouvellent leurs contrats. Il y a quelque chose de profondément injuste dans cette image. Une machine qui continue de conquérir le monde pendant que les gens censés la défendre sont occupés à négocier sa disparition. Dans quelques minutes, on va vous raconter précisément comment une marque française de classe mondiale a été rayée d'un trait de stylo, et pourquoi, malgré ça, les TBO et les GBO ont continué de tourner longtemps après que leur nom ait officiellement disparu. Troisième partie, chute, héritage. 1980. Une date, un tampon administratif et un nom qui disparaît. Cette année-là, Renault Véhicules Industriels absorbe officiellement Berlier. La marque au griffon, l'emblème que Marius Berlier avait choisi comme symbole de puissance et de noblesse industrielle, est retirée des camions. Pas à cause d'une faillite, pas à cause d'un scandale, pas parce que les machines étaient mauvaises, mais parce que 2 marques françaises de poids lourds sur le même marché, ça ne rentrait pas dans l'équation politique de l'époque. Berlier et Saviem, l'autre branche de RVI, devaient fusionner en une seule entité capable de rivaliser avec les géants européens. Le résultat de cette fusion, Renault Trucks. Propre, neutre, sans histoire. Paul Berlier l'a assisté. Il a vu son nom, le nom de son père, le nom gravé sur des milliers de châssis qui tournaient encore sur 4 continents, effacé par une décision comptable. Il est mort en 2001. Il n'avait jamais vraiment accepté. Ce qui rend cette disparition particulièrement amère, c'est sa discrétion organisée. Pas d'annonce nationale, pas de cérémonie, pas de une dans les journaux. Un jour, les camions sortaient d'usine avec un griffon. Le lendemain, avec un losange. Et le monde industriel a continué de tourner, comme si rien ne s'était passé, comme si 80 ans d'histoire mécanique française pouvaient se dissoudre dans un communiqué de presse de 2 paragraphes. Mais voilà ce que les bureaux parisiens n'avaient pas prévu. Les camions, eux, ont refusé de disparaître. Aujourd'hui, si tu sillonnes les pistes du Mali, du Sénégal, du Niger ou du Tchad, tu croises encore des TBO et des GBO qui travaillent. Vraiment? Pas dans des musées, sur des routes défoncées, sous un soleil de plomb, chargés bien au-delà de ce que leurs concepteurs avaient imaginé. Ces machines ont une espérance de vie qui défie la logique industrielle moderne, parce qu'elles ont été conçues pour être réparées avec les moyens du bord, par des hommes qui n'ont pas le choix. En Afrique de l'Ouest, certains mécaniciens locaux connaissent ces moteurs mieux que n'importe quel technicien certifié. Ils les ont démontés, remontés, adaptés, bricolés avec des pièces de récupération.
Ils ont transformé ces camions en quelque chose qui dépasse la mécanique. Une culture. Les armées africaines, issues de la coopération française, en ont conservé des exemplaires en service actif bien après la fin officielle de la production. Dans certains contextes militaires et humanitaires, aucun de leurs successeurs modernes ne les a vraiment remplacés. Et en France, une communauté de passionnés s'acharne à les préserver. Des restaurateurs patients qui chassent les pièces d'origine dans les casses, les greniers, les hangars oubliés. Des gens qui consacrent des week-ends entiers à remettre en vie un moteur qui n'a pas tourné depuis 20 ans. Parce qu'un TBO ou un GBO restauré, c'est plus qu'un vieux camion. C'est un morceau d'industrie française qui a refusé de mourir. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'une marque comme Berliet pourrait exister encore aujourd'hui? Ou l'époque des grands indépendants industriels est-elle définitivement terminée? Et si toi ou quelqu'un que tu connais a conduit un TBO ou un GBO, laisse un commentaire. Ces témoignages-là, ils valent plus que n'importe quelle archive. Like si cette histoire t'a touché. Abonne-toi à BTP Power. On a encore des histoires comme ça dans les tiroirs, et elles méritent d'être racontées. Et pour voir des documents rares, des photos d'archives et des contenus exclusifs sur ces machines légendaires, rejoins notre Telegram. Le lien est dans la description. On se retrouve très vite avec une autre histoire que personne ne raconte.